Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Harley-Davidson Sportster Iron 1200 de 2020. Allez, c'est parti. Les amis, aujourd'hui, le test d'une rareté, une machine que vous n'êtes pas prêt de croiser sur nos routes parce qu'il s'en est vendu que très peu. La toute dernière Harley Iron, donc c'est une machine qui est dans la gamme Sportster. Je rappelle que c'est la gamme des on va dire des petites motos chez Harley-Davidson. C'est une gamme qui a été comment dire, introduite il y a très longtemps, hein, au milieu des années 50 si je me trompe pas. Et là donc on est sur la toute dernière, enfin excepté de la 1250 qui est sortie il y a très récemment. Là on est sur la dernière, on va dire avec une architecture historique, donc un modèle de 2020, vu que cette moto ensuite a été arrêtée car elle ne correspond pas à la norme anti-pollution Euro 5. Donc à l'époque, la gamme Sportster, comme je vous l'ai dit, c'était l'entrée de gamme chez Harley-Davidson, et il y avait plusieurs cylindrées. Il y avait la 883 qui était vraiment la plus petite, et vous aviez la 1200 qui partageait donc un look, une architecture quasi similaire, mais avec un peu plus de cylindrée, un peu plus de puissance. Et donc dans cette gamme, il y avait les Iron, qui sont des machines un peu brutes de décoffrage, souvent avec des coloris très mat, noirs, enfin relativement sombres. Et d'ailleurs sur ma chaîne, vous aviez pu voir le test d'un modèle de 2011 je crois, une Iron 883 qui était un peu modifiée. Aujourd'hui donc, il s'agit de la 1200, car sur les dernières années de production, il y avait deux Iron, hein, la 883 et la 1200. Et la 1200 était vendue à peine 500 € plus cher que la 883, donc forcément c'était un peu plus intéressant. Sur celle-ci donc on a bien sûr un bicylindre en V, avec une architecture similaire aux autres Harley de l'époque, hein. Donc c'est un moteur culbuté avec un refroidissement par air, un gros moteur qui développe 67 chevaux. Certains pourraient se dire qu'au vu de la cylindrée c'est très faible, mais je le redis, hein, c'est un moteur à l'ancienne, donc un moteur longue course, culbuté. C'est quelque chose qui est construit pour être utilisé à bas régime. Et donc le maximum de couple en fait est atteint uniquement à 3000 tours, là où le maximum de puissance, donc les 67 chevaux, lui c'est à un peu plus de 6000 tours. Cette machine, comme je vous l'ai dit, est relativement rare car de la toute dernière année de production, et s'en est pas vendu beaucoup en France, et elle est d'autant plus rare car elle est pratiquement d'origine, ce qui est extrêmement compliqué à trouver sur les Harley de ce genre. Là les seules modifications que vous pouvez voir, c'est globalement de l'esthétique. On a déjà la bulle devant moi, vous voyez qu'elle est beaucoup plus grosse, un peu plus large, un peu plus haute que celle d'origine, mais sinon elle garde une esthétique assez similaire à celle qui était présente sur la Iron 1200. On a des barres de renfort qui ont été mises uniquement pour ajouter un peu de protection, et la selle a été remplacée par un modèle biplace. D'ailleurs, d'origine, c'est uniquement une selle monoplace, et d'origine, il n'y a pas non plus de repose-pied passager. Là, ça a été rajouté sur cette machine, afin bien sûr qu'elle soit compatible à une utilisation à deux. Mais au niveau du moteur, cette machine est 100% d'origine. On a le moteur d'origine, il n'y a pas de stage 1 ou de préparation, et on a l'échappement d'origine, le filtre à air d'origine. Ça pour le coup, c'est extrêmement rare sur ce genre de machine. Au niveau de la prise en main, c'est toujours aussi atypique par rapport aux autres motos, car là on a plus l'impression de revenir sur une machine beaucoup plus ancienne qu'une machine de 2020. Déjà, donc la position sur cette Iron, les repose-pieds ne sont pas trop vers l'avant, on n'est pas feet forward, on a les repose-pieds qui sont juste en position moyenne, en position neutre. Donc pour moi qui suis assez petit, c'est parfait, et vous voyez que du haut de mon 1m70 m, je peux mettre les deux pieds parfaitement à plat, donc ça c'est vraiment bien. L'autre point sur l'ergonomie de cette machine qui est assez surprenant, c'est le réservoir. Celui-ci est assez petit, comparé au gabarit de la moto, il fait même, on va dire, beaucoup trop petit esthétiquement.
de moins selon mes critères. C'est un réservoir de 12 litres 5 et finalement je ne peux pas le serrer avec mes genoux à moins d'avoir une position vraiment bizarre. J'ai plutôt les jambes écartées et ça fait que je ne retrouve pas non plus avec la jambe qui viendrait taper dans le filtre à air à droite, ce qui est fréquent sur ce genre de machine. Là, moi je suis juste à la bonne taille, j'ai les jambes qui sont libres. C'est finalement un sentiment assez similaire à ce qu'on peut avoir sur certains scooters, car mes jambes ne sont pas en contact avec la moto, avec le châssis, j'ai les jambes écartées. Sur ce modèle Iron de 2020, vous voyez que le guidon est un peu type Eipinger, il remonte assez haut, mais c'est pas disproportionné non plus, donc j'ai juste les bras parfaitement droits, et cette position me permet à ce que je vérifie ce qui se passe autour de moi sans difficulté. Vous voyez que les rétroviseurs ont été placés en dessous du guidon sur ce modèle, mais sachez que c'est une modification. D'origine, normalement, ils sont placés en position haute, mais vous avez dû voir ça fréquemment sur les Harley. Beaucoup de gens les mettent vers le bas. J'arrive quand même à voir pas trop mal ce qui se passe derrière moi. J'ai juste allez, un tiers du miroir qui est pris par mes bras. Ah, de nouveau, on retrouve les bonnes vibrations des Harley Davidson, même si c'est un modèle injection et aussi bien sûr que le moteur est monté sur des silent blocks. On sent toute la machine qui vibre, ça c'est vraiment ce que j'adore. Et même avec cet échappement d'origine, on a encore la bonne sonorité Harley, même si c'est vrai que c'est pas très fort. Donc comme je vous l'ai dit, le couple maximum sur cette machine est à environ 3000 tours. Et finalement, c'est le régime de prédilection de cette moto. Là où on est le mieux, c'est en restant aux alentours des 3000. Donc, bien qu'il y ait une boîte à 5 rapports, bah, je reste assez souvent à assez bas, assez bas dans la boîte de vitesse lorsque je suis en agglomération. D'ailleurs, ici, on va sortir de cette fameuse agglomération. J'accélère un petit peu. Et à chaque fois, vous voyez que je change mes rapports vers 3000. Alors, la boîte de vitesse, par contre, elle est toujours typique à Harley. C'est à l'ancienne, c'est bruyant, ça claque à chaque rapport. C'est un peu ferme à chaque fois qu'on utilise le sélecteur. Certains trouveront que c'est hors d'âge, que c'est un comportement vraiment daté. Moi je trouve que justement c'est le charme de cette machine vraiment rétro. Comme je vous l'ai dit, la bulle devant moi n'est pas celle d'origine, elle est plus grande, plus large. Mais le propriétaire me disait que celle-ci n'est pas conçue pour vraiment protéger le pilote, c'est juste pour protéger tous les accessoires et son GPS qui met derrière. Donc là, même en roulant à assez faible allure, j'ai déjà quand même pas mal d'air qui arrive sur moi. J'arrive maintenant dans le passage que je prends à chaque fois à basse vitesse. Là, je suis en première, ça tremblote. Donc, comme sur tous les moteurs de ce genre, faut vraiment être attentif lorsqu'on est à très bas régime. La machine, elle secoue un peu, faut pas hésiter à jouer de l'embrayage. Mais en même temps, c'est ce qu'on aime sur ce genre de machine, le caractère à l'ancienne, un peu rugueux. Donc les amis, bien que ce ne soit pas une machine de course, contrairement à ce que son nom puisse suggérer, Sportster Iron, on va faire un test d'accélération. Je rappelle que donc cette machine est donnée pour 257 kg tout plein fait et 67 chevaux. Il n'y a pas d'aide électronique sur cette machine, on a juste l'ABS vu que c'était déjà obligatoire à ce moment. Allez, c'est parti pour le test d'accélération. Let's go! Vous avez vu qu'on arrive à 100 en deuxième et c'est pas brutal.
Faut juste passer ses rapports avant de se bouffer le rupteur, qui comme sur toutes les motos équipées de ce genre de motorisation, le rupteur est quand même assez déstabilisant. Et avec cet échappement d'origine et ce moteur d'origine, hein, c'est vraiment cool en fait, hein, c'est pas brutal du tout. Bon allez, maintenant un petit demi-tour, donc je le redis, du haut de mon 1m70, j'ai les deux pieds complètement à plat, ça j'adore. Je braque à fond, je vais maintenir la machine droite pour faire exactement le même test qu'habituellement. Hein. Et je ne pense pas que ce soit un angle de braquage terrible. Là, s'il y avait eu un trottoir, ma roue avant aurait clairement tapé dedans. Donc c'est pas foufou en termes d'angle de braquage. Maintenant, on va recommencer l'accélération et ensuite je me concentre sur le freinage. Allez, let's go. Maintenant, frein arrière, ça freine un petit peu, frein avant. Ouais, bah, le frein avant est suffisant, mais le ressenti n'est pas dingue, sans être spécialement mauvais, c'est juste bof. D'ailleurs, sur cette machine, vous pouvez voir qu'il y a des freins à disque, mais à l'avant, il n'y en a qu'un seul, et à l'arrière, le diamètre n'est vraiment pas énorme. Donc on ne retrouve pas forcément le comportement de certaines autres Harley qui avaient tendance à avoir un frein arrière presque plus performant que celui de devant. Là, c'est comme n'importe quelle autre moto, je dirais. C'est juste qu'on s'attendrait à mieux, surtout quand on connaît les freinages des nouvelles Harley Davidson qui sont vraiment excellents au niveau du freinage. Autre particularité, vous voyez que sur cette machine on retrouve les leviers typiques Harley avec une forme vraiment inimitable et ils ne sont pas réglables hein, comme sur la plupart des machines de cette marque. Ah, j'adore vraiment toujours autant les vibrations que peuvent distiller ce type de motorisation. Après je le dis, hein, je peux comprendre hein, que la plupart des possesseurs de ce genre de machine installent des échappements adaptables ou passent le moteur en stage 1 afin de le libérer un petit peu. Là on sent bien qu'il n'est pas à son plein potentiel, même si c'est déjà très plaisant. Sur cette Iron, on retrouve les mêmes commodos que sur les autres motos de la gamme Sportster. On a des commodos noirs. Sur la gauche, tout ce qui gère l'éclairage, le klaxon. On a aussi un bouton afin de faire défiler les infos du tableau de bord. Et on a un bouton de clignotant de chaque côté. Ça, c'est vraiment typique à Harley. Sur la droite, on a démarreur, coupe-circuit, ainsi que les feux de détresse. Le compteur, lui, se veut minimaliste. On a un cadran à aiguille pour la vitesse et en dessous un tout petit écran à cristaux liquides qui peut vous indiquer le compte tour, votre rapport engagé, une horloge ainsi que vous avez bien sûr le kilométrage et deux différents trips. C'est relativement complet en fait pour un écran aussi petit. On sent qu'Harley a vraiment voulu jouer ça à l'ancienne et donner le moins d'infos possible, rester vraiment sur une machine très rétro. Bon, dans ce rond-point, vous voyez que ça se penche sans réelle difficulté, la prise d'info ne pose pas de problème. D'ailleurs, la taille des pneus sur ce modèle, c'est une roue en 19 pouces à l'avant, en 100 de largeur, et à l'arrière, c'est un pneu en 16 pouces en 150. De nouveau, des tailles assez habituelles sur ce genre de machine. Donc là, je suis en ville, j'essaie de m'arrêter uniquement avec le frein arrière. Ça passe. Allez. Alors voyons si ce moteur est souple. Je me doute déjà que non. Ouais, non, franchement, faut pas essayer d'être en dessous des 2000 tours avec ce genre de motorisation. Là, j'essayais de reprendre à 1500, grave erreur. Il faut rester au minimum à 2000 et arriver à 2500 et entre 2500 et 3000, c'est pour moi là où il est le plus agréable, le plus coupleux. Après, vous pouvez monter un petit peu au-delà aussi, hein. Jusqu'à 4000 tours, ça marche bien. Mais je vois pas trop d'intérêt en roulant normalement de dépasser les 4000 tours. Allez, de nouveau un passage à basse vitesse. Ouais, ça se manœuvre bien. On sent pas vraiment le poids
vu que le moteur, la boîte de vitesse, donc ce qui pèse le plus lourd, tout ça est placé vraiment assez bas, ben finalement ça se manœuvre bien. Donc là je sors de l'agglomération, on va faire un test de reprise, donc je suis en deuxième à 3000 tours, au maximum du couple, j'accélère fort, j'accélère même à fond. Donc vous voyez, ça marche bien. On arrive maintenant sur un petit Dodan, donc je ralentis à 30 km/h. Alors là, c'est plutôt ferme. À l'avant, on a une fourche classique. D'ailleurs, vous voyez qu'elle a un débattement assez faible. Il y a des petits soufflets aussi pour le look. Elle n'est pas réglable. À l'arrière, on a un amortisseur de chaque côté. Ceux-ci sont réglables par contre. Et le propriétaire me disait les avoir assouplis un petit peu car il les trouvait trop tape-cul. Là, je vais de nouveau prendre ce Dodan à 30. Ouais, ça reste quand même très ferme. Hein. Mais franchement, ça passe. On est très très loin du côté ultra tape-cul et même désagréable d'une Sportster 48 par exemple. Allez, on arrive maintenant dans une succession de virages. Voyons comment se comporte cette même aire. Donc je reste vigilant car il y a encore à peine une demi-heure, il y avait énormément d'humidité dans l'air. Ouais, franchement, ça se contrôle plutôt bien et même le freinage finalement n'est pas si faible que ça. Il faut juste prendre le temps de comprendre en fait comment il fonctionne et de ne pas hésiter à tirer sur le levier, mais ça freine suffisamment. On peut rouler finalement avec cette machine bien plus vite que ce qu'on pourrait croire. Et la garde au sol, sans bien sûr être énorme, n'est pas limitante tant qu'on reste à une allure, on va dire, raisonnable. On n'est pas là pour se prendre pour un pilote de GP. Hein. Encore un petit rond-point. Donc vous voyez là, un rond-point en deuxième, à 1500 tours. J'aurais peut-être dû rester en première. Allez, je réaccélère un peu fort. On a ces bonnes vibrations qui remontent sur l'air pose-pied. Un petit peu aussi dans le guidon. C'est efficace. Franchement, j'aime beaucoup. Ça manque juste un peu de sonorité car là, vous voyez, je suis à peine 100 km/h. Même 90, et j'entends plus l'échappement, j'entends juste le bruit du vent sur ma tête. On arrive maintenant sur l'autoroute. Je vais laisser passer ce poids lourd et m'engager juste derrière lui. Prise d'info, pas de problème. Maintenant on va dépasser. Allez, je vais me coller en cinquième, donc le dernier rapport. Et vous voyez qu'à 110, je suis à 3000 tours, donc juste sur le maximum de couple. Forcément la protection est quasi inexistante, hein. J'ai énormément d'air sur moi, sur les bras, sur les jambes. C'est une moto assez fine. Hein. Là je vais faire une reprise, donc je suis en cinquième à 3000 tours, j'accélère à fond. 120, 130, 140, et au-delà des 130, on commence à avoir beaucoup de vibrations. Et ça a fait, comment dire, presque l'effet d'un rappel qui me dit non mais ça sert à rien, lâche le fer. Et en plus la protection se dégrade avec la vitesse. Plus on dépasse les 110, 120, plus on est soumis au vent. Il faudra que je me penche comme ça pour avoir un minimum de protection. Et de toute façon, la bulle d'origine étant encore plus petite, je me doute que sur un modèle 100% conforme à ce qui était vendu en concession, vous n'auriez aucune protection. Allez, sortons de l'autoroute. Vous aurez compris que cette machine est parfaitement capable d'emprunter ce genre de route, mais c'est pas forcément là où elle est la plus agréable. Concernant l'éclairage sur cette moto, c'est encore une fois de plus avec un look très à l'ancienne, très vintage. Aujourd'hui avec la bulle à l'avant, ça fait que le phare est quasi invisible, enfin on le voit bien uniquement lorsqu'il est allumé. Et en plus le propriétaire a rajouté un bandeau de LED, un petit projecteur
qui lui éclaire super fort. Donc il me disait que dans la configuration actuelle, ça éclaire super bien. Les clignotants, eux, sont d'origine. Vous voyez qu'ils sont assez gros, ronds, à ampoule à incandescence. Et derrière, on retrouve les fameux clignotants qui intègrent également les feux stop, qui sont présents sur énormément de machines chez Harley. Allez, on va faire une dernière accélération. J'adore toujours autant les vibrations produites par ce moteur, hein. Même si je le répète encore, la sonorité me manque un peu là. Bon, maintenant qu'on a vérifié les capacités dynamiques de cette moto, parlons un peu de ses aspects pratiques. Et je pense que ça devrait être bref. Déjà, la selle ne se démonte pas sans outil, hein. Vous n'avez aucun rangement en dessous de celle-ci. Je le répète, d'origine, cette moto est monoplace, donc impossible de prendre quelqu'un. Aujourd'hui, c'est possible, mais si vous voulez vraiment que la personne soit confortablement installée et en sécurité, il faut en plus penser à rajouter un 6 bar. La consommation, par contre, est, elle, raisonnable. On a 5,5 litres de conso. On peut même tomber à 5 litres en roulant vraiment à la cool. Donc le réservoir de 12,5 litres permet, vous l'aurez compris, environ 200 km d'autonomie. Donc finalement, que retenir de cette toute dernière génération de Sportster 1200? Bah, on retrouve ce qui faisait le charme de cette gamme, hein. C'est une machine jolie, tout en métal, qui est facile à prendre en main, et qui se modifie très facilement, hein. Toutes les Harley Davidson sont connues pour ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle en France des custom, parce qu'ils se modifient très facilement. Après, vous l'aurez compris, cette moto étant quasi full origine, on ne retrouve pas forcément l'exubérance que peuvent avoir ces machines une fois un tout petit peu préparées. Mais ça, ce sera à chacun de voir ce qu'il préfère, hein. Avoir une super sonorité et prendre le risque d'embêter un peu les gens, ou à l'inverse, être plutôt cool et de nuire à personne, comme l'a fait le propriétaire sur cette machine. À l'époque, cette version 1200 était proposée pour un peu plus de 11 000 €. Et maintenant, vu que ce modèle n'est plus distribué, eh bien, les spéculateurs se sont mis tout de suite à la tâche et trouver un modèle avec peu de kilomètres, complètement d'origine, de cette toute dernière génération de Iron 1200, ça fait que vous allez payer facilement 13 000 €, parfois même un peu plus cher, car vous l'avez vu, hein, actuellement les machines neuves sont de plus en plus chères, donc forcément, celle-ci n'étant plus en production, et les nouvelles Sportster n'ayant pas, on va dire, un comportement similaire à ce que les aficionados de Harley sont en droit d'attendre, cette génération, les toutes dernières, voient leur prix s'envoler. Enfin voilà les amis, hein, je pense maintenant avoir fait le tour des caractéristiques de ce modèle. Si vous avez des infos à partager ou des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Je tiens encore à remercier le propriétaire de cette machine d'être venu d'assez loin afin que je puisse vous en proposer le test. Merci encore à lui et à l'ensemble de mes abonnés qui me prêtent leur machine. C'est clairement grâce à vous que la chaîne peut proposer autant de contenu. Si comme lui vous avez un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, eh bien je vous invite à prendre contact avec moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Et je rappelle que mon lieu de tournage se situe en Normandie, près de Rouen. Comme d'habitude, si vous avez apprécié ce test, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de le partager sur les différents réseaux sociaux. Et je vous invite à vous abonner. Vu que vous l'aurez compris, je teste très régulièrement de nouvelles motos. Je vous remercie encore d'avoir partagé ces quelques instants avec moi. Je vous dis à bientôt. Et bien à tous. Juste une petite info, par exemple, celle-ci développe 67 chevaux, alors que les nouvelles développent quasiment le double. Ça vous montre bien que
en termes d'architecture moteur et de comportement, il n'y a vraiment rien de comparable entre ces anciennes Sportster et les nouvelles.